je rends des livres et c'est la semaine de pause pédagogique, l'autre nom des vacances à l'université sur le site Tanner. Pourquoi ça s'appelle pause pédagogique et pas vacances? C'est bien parce que comme vous le voyez, le site est ouvert et il y a un certain nombre de personnes qui travaillent, des secrétariats notamment qui fonctionnent. Et je suis d'ailleurs venu régler un certain nombre d'affaires avec les relations internationales, ici, avec ma collègue des relations internationales sur le site Tanner. Et j'en profite pour passer à la BU. Ça va être une semaine assez calme, je pense, encore que sur la pause pédagogique, il y a des gens qui eux-mêmes sont en vacances et parfois des lecteurs un peu plus âgés, des gens en formation continue, qui en profitent pour travailler. Donc parfois, je vais y faire un tour, parfois la BU n'est pas si calme que ça sur ces semaines-là, peu importe. J'en profite pour rendre des livres et je ne fais pas ce genre de choses, je ne rends pas de livres sans en parler brièvement avant de les rendre. Et dans les livres que je rends aujourd'hui, il y a un certain nombre de livres que je n'ai pas lus. Il y a notamment 2 livres que j'avais empruntés pour ma mère. Ils sortent du magasin du fonds Kennedy. Ils sont bien abîmés. Il y en a un qui tombe presque en morceaux. Ma mère a réussi à les lire quand même. Ce sont 2 livres de W. Burnett, qui est un écrivain que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, puisque je n'en ai pas lu la moindre ligne. Et en fait, il y a des Asphalt Jungle. Je vais vous montrer l'intérieur du livre. Voilà, des Asphalt Jungle. Et il y a un livre publié sous le pseudonyme de James Updike. Et comme c'était avant que John Updike soit connu, et c'était même, je pense, avant que John Updike écrive, ça n'est pas la raison de ce pseudonyme. D'ailleurs, je vous montre, Updike, ça s'écrit avec un Y. Et donc, ce roman s'appelle It's Always 4 o'clock. Et je ne l'ai pas lu non plus, ma mère a dit qu'elle avait bien aimé. Et je vais juste vous lire le tout début, parce que j'ai lu les 5-6 premières pages avant de les prêter à ma mère. Et même si je n'ai pas eu du tout le temps d'y jeter un œil plus avancé, l'écriture m'a intrigué quand même. Elle est très caractéristique de cette écriture un peu faussement relâchée des années 30-40, héritée aussi des grands polars, Raymond Chandler, etc. Je vous lis ça. It was a real cold night, and this big train shed of a place they called Memorial Hall was damp and drafty. You'd think 3,000 or 4,000 people all huddled together would stir up a little warmth, but this big town on the river was like Siberia in the winter, and the cold sneaked in every place. People barked like seals all around us, and there was a loud humming and rustling all through the joint that began to bother me and make me jumpy. Anyway, I felt as out of place as a blind man at a burlesque show. What was I doing here? I knew damn well what I was doing here, but it's just the kind of question you ask yourself when you're nervous and beat. We were all there in the same row, a motley crew, as the fellow says. Frank Guardi in a tux that had probably set him back $300. Walter Flick, or rather Walter Hanneman, as he was now calling himself, turning his big handsome face about and looking a little sheepish, I thought, and Bertie Evers shivering in her mink coat and holding on to Walter's arm, as if she was afraid he'd suddenly sail up like a balloon in the big auditorium and take off for outer space, which he might. And right next to me, Mrs. William Ward Jones III, with her blonde hair short as a boy's and her jeweled cheaters flashing under the lights. Yeah, we were all there. C'est le début de It's Always 4 o'clock de James Updike, qui n'est pas entré dans l'histoire littéraire, mais après tout, au moins cette vidéo me permet d'en marquer le jalon sans l'avoir lu moi-même. J'ai simplement parcouru cet ouvrage paru aux éditions Autrement, Culture postcoloniale 1961-2006, c'est le sous-titre Traces et mémoires coloniales en France, c'est sous la direction de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, et c'est un livre que j'ai emprunté notamment car il y a une postface d'Abdourahmane Ouaberi, c'est un livre de 2005 en fait, et c'est donc il y a une postface d'Abdourahmane Ouaberi, et puis il y a des articles, j'ai lu, je connais déjà bien son travail, mais j'ai lu l'article de Françoise Vergès, Malaise dans la République, Mémoire troublée, Territoires oubliés, et il y a aussi un article d'Esther Benbassa, qui depuis est devenue quand même assez célèbre comme grande penseuse de ces questions-là, Esther Benbassa, la concurrence des victimes. Et je signalerai aussi 2 articles que j'ai lus pour le coup, 2 chapitres en quelque sorte que j'ai lus, Les influences et permanences coloniales dans le domaine littéraire de Jean-Marc Mourat, et un article coécrit par celle qui entre-temps est devenue ma collègue ici, maître de conférence en cinéma, Delphine Robic-Diaz, qui devait être toute jeune à l'époque, qu'il a donc coécrit avec Alain Ruscio, Cinéma, chansons, littérature post-coloniaux, continuité et rupture. Et la prochaine fois que je la croiserai, il faudra que je lui en parle, parce que c'est un
c'est un article qui m'a pas mal intrigué et qui parle notamment d'un certain nombre de films sur la guerre d'Indochine. Et je sais que c'est la spécialité de Delphine Romig-Diaz, donc ça sera peut-être l'occasion. Donc voilà pour cet ouvrage, comme tous les ouvrages de recherche, simplement parcouru. J'avais réemprunté le petit, je ne sais jamais comment ça s'appelle, Photopoche, je ne sais plus comment s'appelle cette collection, je ne sais même pas si elle existe encore d'ailleurs. C'est écrit nulle part, ou alors ils ont collé les détails dessus, bon, peu importe. C'est un petit volume qui reproduit quelques-unes des photos les plus célèbres d'André Cartès, et la raison en était que j'ai visité récemment l'exposition André Cartès à Cartèche, je ne sais jamais comment il faut dire, André Cartèche, au château de Tours, puisqu'il y avait une exposition qui avait commencé au printemps et qui s'est achevée au mois d'octobre, dans laquelle on voyait énormément de tirages de photos d'André Cartèche. Et André Cartèche, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de voir vraiment des reproductions en vrai dans un musée ou dans une exposition, donc c'était l'occasion. Mais c'est un photographe qui m'accompagne depuis pas mal de temps. Et je me souviens que dans une de mes chambres d'étudiants, j'avais une reproduction d'une de ses photos. Je vais vous montrer laquelle. C'est d'ailleurs une photo qui a beaucoup intrigué mon fils cadet quand on est allé voir l'exposition, puisqu'elle se trouve dans l'exposition du château de Tours. C'est une exposition du château de Tours dans le cadre de la délocalisation du musée du jeu de paume. Je veux juste essayer de vous la trouver, sauf que je ne la trouve pas, c'est pénible. Et elle est dedans pourtant. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pages qui collent un peu, donc c'est pas très pratique. Ouais, je ne la trouve pas. Ce que j'aime le moins, en fait, quand même, je le signale du coup en cherchant, ce sont les déformations, les photos dans lesquelles il truque un petit peu, il déforme les corps. C'est ce qui est le moins intéressant, je trouve, dans ce qu'il a fait, si on s'en tient à la rétrospective que nous avons vue. Bon, je n'arrive pas à retrouver cette photo. C'est un peu agaçant, c'est pas grave. Je vais vous en montrer une autre, du coup, je ne pense pas que ça va donner grand-chose au niveau de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est cette photo qui représente un trottoir à Paris. Et qui est, alors là, voilà, c'est une reproduction de reproduction, puisque vous voyez en vidéo ce que je vous montre, qui est un tirage sur livre d'un tirage photographique. Voilà, André Cartèche. J'ai passé trop de temps à vous en parler, c'était pas prévu. J'avais emprunté le premier tome des œuvres de Kierkegaard en Pléiade. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je lise Kierkegaard et je n'ai jamais le temps de le faire. Et je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai lu une partie des Diapsalmata, qui est la première partie de Ente Heller, de Ou bien. Et la raison pour laquelle je voulais lire les Diapsalmata, c'est très court, hein, ça se lit vite, c'est à cause du premier fragment. Et le premier fragment, j'ai lu ce premier fragment et j'ai travaillé dessus dans le cadre du cours que je donne en deuxième année sur la vague romantique, c'est-à-dire sur tout ce mouvement du 18e jusqu'au milieu du 19e siècle, en Europe et en Amérique, et vous allez comprendre pourquoi le premier texte des Diapsalmata me parle particulièrement. Qu'est-ce qu'un poète? Un homme malheureux qui enferme en son cœur de profonds tourments, mais dont les lèvres sont ainsi faites que le soupir et le cri, au moment où ils en déferlent, résonnent comme une belle musique. Il en va de lui comme des malheureux qui, dans le taureau de Phalaris, étaient torturés à petit feu. Leurs cris ne parvenaient pas aux oreilles du tyran comme des cris d'épouvante. Pour lui, ils sonnaient comme une suave musique. Et les hommes s'attroupent autour du poète et lui disent « Remets-toi à chanter », c'est-à-dire « Que de nouvelles souffrances martyrisent ton âme et que tes lèvres restent comme elles sont, car ton cri ne ferait que nous angoisser, tandis que la musique, elle, est délicieuse. » Et les critiques s'avancent en disant « C'est exact, ce doit être ainsi selon les règles de l'esthétique. » Voilà qui s'entend, car un critique ressemble comme un frère à un poète, si ce n'est qu'il n'a pas de tourment dans le cœur. Pas de musique sur les lèvres. Et voyez, c'est la raison pour laquelle je préfère garder des porcs à Amargerbro et être compris d'eux qu'être poète et mal compris des gens. Voilà, et c'est au tout début de Ou bien dans les Diapsalmata, et je n'ai pas vérifié la traduction, c'est-à-dire qui a traduit ce texte, parce que j'aimerais. C'est tout simplement Régis Boyer, voilà, le grand scandinaviste, je ne sais pas si on dit ça,
Régis Boyer. Voilà pour Kierkegaard que je remets dans son boîtier. Il y a 2 volumes de Benoît Connor. Benoît Connor, je l'ai rencontré à l'occasion du colloque Guy Goffet. J'en ai déjà parlé, je ne réexplique pas tout le contexte, mais Benoît Connor, outre que c'est un ancien professeur des universités spécialiste de poésie, un critique spécialiste de poésie, est aussi lui-même un poète. C'était l'occasion de lire un petit peu ce qu'il avait écrit. Je n'avais jamais lu avant, et je vais vous lire un extrait de Main de nuit, publié chez Champvallon en 1998. L'autre recueil, c'est Cette vie est la nôtre, qui m'a moins convaincu, on va dire ça comme ça. Je vous lis 2 poèmes qui se font face, page 66 et page 67. Encore une fois je crie, corps pris en cauchemar, le nœud terrible dans la gorge, et je vois le caillot du sang craché sur le trottoir, sa forme de sanglot. Le poème de la page 67, je vous montre comment il se présente typographiquement. Ceux-là qui, de l'intérieur, lentement se délabrent, à l'intérieur, pierre à pierre, jetés dans la mer, insondable, comme une phrase partie on ne sait où, et qui jamais, spirale, ne s'achève. Pages 66 et 67 de Main de nuit, recueil de Benoît Connor, 1998, aux excellentes, il faut le dire, éditions Champvallon. On termine avec 2 livres que j'ai lus attentivement, très attentivement même. L'un qui m'a été conseillé d'ailleurs par quelqu'un avec qui j'ai discuté lors de la pause café de ce fameux colloque Guy Goffet, parce qu'il avait parlé de Delteil, de Joseph Delteil, et c'est un nom que je vois passer depuis très longtemps et je n'en avais jamais lu. Et donc j'ai lu sur son conseil, il m'a dit qu'il fallait vraiment surtout lire ça, Choléra. Alors peut-être que le conseil n'était pas bon, je ne sais pas. D'autres deltéiophiles ou deltéiolâtres me le diront. Et donc j'ai lu Choléra dans cette réédition ou édition très curieuse, parce que les pages sont numérotées, mais il n'y a aucune espèce de date, il n'y a rien, il n'y a pas d'achevé d'imprimé, il n'y a rien du tout dans ce livre. C'est très curieux, il y a juste ça, la achevé d'imprimé pour le compte de Robert Morel, éditeur, 1969. Et du coup, j'ai même dû aller chercher sur le web la date de première publication de ce livre, parce que Choléra de Delteil, en voyant 1969, ça me paraissait curieux, parce que ça faisait pas très années 60 quand même. Et effectivement, ce texte a bientôt 100 ans, pardon. Il date de 1922 ou 1923, je ne me souviens plus. Et effectivement, c'est un texte contemporain des premiers grands recueils surréalistes et des premiers récits surréalistes. La liberté ou la mort, par exemple, de Robert Desnos. Il y a des analogies, on va dire, dans l'écriture. Bon, on sent l'influence probable de Lautréamont aussi, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas été particulièrement emballé. J'ai trouvé que c'était pas mal au début, mais que ça tournait vraiment en rond. Et surtout, ça tournait totalement à vide sur toute la fin du livre. Je n'ai donc pas été très convaincu par ce texte de Joseph Delteil. Je vais vous en lire quand même un extrait. Soudain, une longue femme nocturne traversa une rue cubique avec des manches de chouette et des gémissements. Gauri-Sankar, serré contre moi, se protégeait derrière un Napoléon, et tout à coup nous débouchâmes dans les Champs-Élysées. Ô Racine, à 13 ans je m'appliquais à verser exactement une larme sur chacune des pages de tes œuvres en 7 volumes. Depuis, je n'ai jamais plus pleuré, même pas à Waterloo. Je devins vite insensible en tuant en série des lapins domestiques, des canaris et des rats. L'un d'eux me mordit au pouce, et un cheval bai m'écrasa l'orteil. L'art des boiteux est d'avoir du monde une vision claudicante. Un carré est rond, une montagne est une montagne russe, la colonne Vendôme est horizontale. Ô phrase, il me plairait que votre correction menât en correctionnel, ou qu'une plume barbare vous barbouillât tout le visage. La phrase de Jean Giraudoux est un tour de passe-passe. Celle de Marcel Proust est un cancer. Je veux que ma phrase soit une chausse-trappe. Ô lecteur, je ferai le chat et tu seras la souris. Choléra de Joseph Delteil. Et on en vient au tome 3. J'ai
failli dire une bêtise, au tome 3 des œuvres de Schiller en 6 volumes dans la collection Phaidon. Ce sont de très beaux livres et je me suis pas mal replongé dans Schiller. La première raison, la raison, on va dire, originelle de ce plongeon, de ce nouveau plongeon, de ce plongeon profond dans Schiller, et j'espère que je ne suis pas au bout de cette fréquentation de Schiller, c'était le roman de Annette Hooke, Révolte aux confins, que j'ai lu en traduction aux éditions Zoé, et qui parle beaucoup du Guillaume Tell de Schiller. J'ai donc voulu lire le Guillaume Tell de Schiller, et puis tant qu'à faire, comme régulièrement je me force entre guillemets à lire en allemand pour maintenir un peu mon niveau de compréhension écrite, littéraire et journalistique, je lis un petit peu la presse en allemand, je lis des poèmes, puis de temps en temps j'essaie de lire des textes un peu plus longs, un roman, des nouvelles, je lis régulièrement du Kafka en allemand, enfin, j'essaie de m'entretenir un petit peu, et donc là j'ai lu Wilhelm Tell de Schiller, et une fois que je suis rentré dedans, j'ai pas eu d'ailleurs particulièrement de difficultés, c'est très très shakespearien dans la structure, dans l'atmosphère, donc ça ne m'a pas totalement dérouté aussi pour ces raisons-là. C'est écrit en pentamètre iambique, c'est très beau en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est un drame politique qui est très agréable. Le premier acte traîne pas mal en longueur, j'ai trouvé, ou alors c'est moi qui ai eu du mal à rentrer dedans. Mais après, il y a un rythme vraiment très soutenu, c'est très beau. Je ne sais pas si c'est monté, si c'est encore représenté. En Allemagne, je pense que oui. En Suisse, peut-être aussi. Enfin, dans les pays germanophones, peut-être que oui. Je dois avouer que n'étant pas spécialiste du théâtre, je n'ai pas fait de recherche. Je ne sais pas si le Guillaume Tell de Schiller a été monté récemment en français. Ça mériterait d'être vérifié, parce que c'est une très très belle pièce sur la liberté, sur la politique, sur la résistance politique. Et c'est une pièce qui peut être en fait réactualisée de différentes manières sur ce thème justement général de la résistance face aux puissants, de la résistance face à l'envahisseur, sur la question de la colonisation, sur la question de l'impérialisme. On peut y trouver un certain nombre d'échos très très contemporains en fait. Bon, je ne vais pas vous imposer la lecture d'un extrait de cette pièce parce que mon allemand est un peu pénible à entendre et je suis déjà un petit peu fatigué d'avoir fait cette vidéo. Mais bon, voilà, c'était pour vous parler de ça, Wilhelm Tell de Schiller. Peut-être qu'on reparlera de Schiller dans pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il me reste un autre tome de cette collection des œuvres complètes en 6 volumes de Schiller que je n'ai pas encore rendu. Donc lors d'une prochaine vidéo, je rendrai libre, j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Voilà, Schiller, Guillaume Tell et tous les autres livres qui constituaient cette nouvelle vidéo de Je rends des livres. Et je vous rappelle le principe, Je rends des livres, c'est j'emprunte des livres à la BU pour mon travail, pour en prêter à ma mère, j'en ai parlé, pour moi-même évidemment principalement. Et puis avant de les rendre, je fais une vidéo de manière complètement improvisée dans mon bureau. Vous avez vu la rue des Tanneurs, c'est la pause pédagogique. Mais même pendant la pause pédagogique, les sirènes n'arrêtent jamais. On est sans arrêt sous le feu des sirènes ici, si j'ose cette brachylogie. Peu importe, c'était Je rends des livres. Allez en bibliothèque, investissez les bibliothèques, les BU, mais les bibliothèques municipales, les médiathèques. Allez-y, il y a des milliers de choses à découvrir là-dedans. Voilà, on est fin octobre et bientôt on continue l'aventure.